Bonjour à tous, merci pour votre présence pour notre 9e conférence Pacte organisée par le CARIFOREF de la région Centre-Val de Loire, le GIP Alpha. Je suis donc Presat Madivanan et en charge d'organiser les conférences Pacte au sein du GIP. Donc aujourd'hui, nous vous proposons une conférence sur un thème passionnant permettant de faire progresser vos contenus et démarches pédagogiques. Comment obtenir et garder l'attention des apprenants? Comment leur permettre de mémoriser durablement? Comment identifier les mécanismes de la motivation lors d'une session de formation? Nous allons voir tout cela ensemble. Mais avant que nous commencions, je vais vous faire un petit rappel sur l'organisation technique de ce webinaire. Vos micros seront coupés tout au long de la séance, mais nous relayerons vos questions au fur et à mesure de l'intervention de notre conférencier. Vous pourrez intervenir dans le chat participant situé à droite de votre écran en cliquant sur le bouton avec une bulle et 3 petits points. Si vous ne souhaitez pas voir les commentaires ou les questions des participants, vous avez toujours la possibilité de faire disparaître cet écran en recliquant dessus. Vous serez également invité à interagir avec notre intervenant Philippe Lacroix en réalisant des sondages. Lorsque cela sera le cas, vous devrez donc cliquer sur le bouton sondage situé à droite de votre écran. Il s'agit du bouton avec l'icône d'une liste dessus. Une pastille 1 apparaîtra dès qu'un sondage sera diffusé. Et pareil, il suffira de modalité et recliquer sur l'icône liste afin de refermer cet onglet. N'hésitez pas à réagir également via notre forum, espace forum sur la place pour prolonger la réflexion et dont le lien va s'afficher donc à droite. Mais avant tout, je vais laisser la parole à Estelle Cochard, présidente du GIP Alpha Centre Val de Loire, qui vous accueille aujourd'hui. Madame Cochard, je vous laisse la parole. Bonjour, merci Presat. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue bien sûr à Philippe Lacroix. Merci beaucoup pour l'intervention que vous allez faire aujourd'hui. Alors dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences, effectivement, le GIP Alpha Centre Val de Loire organise depuis 2019 des conférences à l'attention des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Alors ces cycles de webinaires que nous avons proposés ont abordé des thèmes variés, depuis la formation ouverte à distance, en passant par l'analyse des facteurs de motivation des jeunes à aller se former et le repérage des publics invisibles ou encore la découverte des compétences transversales. Ces conférences ont effectivement beaucoup de succès et preuve en est aujourd'hui puisqu'il y a 1032 inscrits. Alors, arrivés, j'ai pas les tout derniers, mais vous êtes déjà très, très nombreux en tout cas à être connectés. Donc, bienvenue à vous tous. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, il est dédié… alors, excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Je suis Estelle Cochard, présidente du GIP Alpha Centre et je représente ici, je vais parler aussi au nom des autres acteurs du pacte que sont bien sûr la région, l'État. Donc aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire qui est dédié à la compréhension et à l'application des méthodes de neuropédagogie dans les pratiques de formation, de l'orientation et de l'accompagnement vers l'emploi. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, les neurosciences, la première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ça? C'est très scientifique, où est l'humain là-dedans? Et en fait, je me suis acculturée au départ avec les travaux de Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre et éthologue, en ce qui concerne les recherches qui ont concerné, par exemple, on a vu la petite enfance dernièrement, et puis qui donnent aussi les mécanismes de la résilience. Alors ces recherches, notamment neuroscientifiques, ont révolutionné en fait ces dernières années notre compréhension de l'humain. Mais il s'agit là, et je pense que c'est ça qui va être très intéressant aujourd'hui, de passer des frontières du théorique et surtout être mis à l'épreuve de la pratique. Ça veut dire, cela signifie à être prêt à penser et à agir autrement. Alors, sur le terrain, pour en revenir à la formation, sur le terrain, les professionnels observent
et on le sait tous, des difficultés à capter les publics, à maintenir leur attention en formation ou lors d'un accompagnement individualisé, mais des difficultés aussi à susciter et maintenir le désir d'apprendre tout au long du parcours. Alors, sans aller vers l'outillage, l'apport de la neuropédagogie devrait vous aider en tant que professionnel à améliorer l'encadrement et l'accompagnement des bénéficiaires en intégrant quelques éléments des neurosciences ou de sciences cognitives qui vont vous être partagés aujourd'hui. Nous verrons ainsi que former une personne est un exercice qui se fait déjà dans une relation bilatérale et qui se fait sans difficulté si cela s'appuie sur certains mécanismes naturels d'apprentissage. Notre intervenant, Philippe Lacroix, fera le lien entre ces mécanismes naturels et leur transposition en situation de formation. Donc, on va bien passer du théorique au pratique. Il présentera les réflexes à enclencher auprès des bénéficiaires et décryptera quelques méthodes qui sont appliquées parfois sans que l'on connaisse leur fonctionnement. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous proposer cette séance sur ces thèmes qui vous apportera une expertise pour vous aider dans votre métier au quotidien. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence et merci beaucoup à tous les organisateurs de cette conférence. Je vous passe donc la parole, Monsieur Lacroix. Je vais simplement dire quelques mots d'introduction avant l'intervention de Monsieur Lacroix. Merci Madame Cochard pour votre introduction. Excusez-moi. Pas de souci, pas de problème. Donc pour traiter la thématique d'aujourd'hui, nous nous sommes tournés vers un consultant expert, Philippe Lacroix, à ma droite. Il est cofondateur de ILDI, cabinet de conseil spécialisé dans l'innovation en formation, notamment en digital learning et en neurosciences. Il a rédigé donc l'ouvrage intitulé Neurolearning, les neurosciences au service de la formation en 2016. Il animera cette conférence en plusieurs parties. Une première partie permettra de définir la neuropédagogie, puis des focus seront consacrés à l'attention, à la mémorisation et à l'engagement. La dernière partie sur la neurochecklist permettra de balayer l'ensemble des acquis de la conférence. L'intervention donc, de M. Lacroix sera ponctuée par des interactions, des sondages, vos questions et remarques. Alors n'hésitez pas à nous les faire passer via le chat participant à droite. Monsieur Lacroix, je vous propose que nous commencions dès maintenant. Eh bien, merci pour cette introduction. Vous avez bien résumé ce que j'avais à dire. Voilà. Je suis très heureux d'être avec vous toutes et vous tous ce matin. Vous êtes très nombreux, plus de 500 participants. C'est vraiment un vrai succès. Moi, je suis ravi parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. La formation, c'est de l'humain avant tout. On a tendance à l'oublier un tout petit peu avec l'avancée du digital et j'espère qu'avec cette conférence, on va revenir sur les fondamentaux de l'apprentissage qu'on a tendance à, quand on pratique la formation, quand on est formateur ou quand on est accompagnateur, on a conscience de l'enjeu de l'humain dans la formation. Là, on va revenir sur les fondamentaux de ce qui est nos mécanismes d'apprentissage. Alors, j'ai quelques petits supports pour ça. J'ai le défaut d'être un peu bavard. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat pour m'interrompre. Les questions seront relayées. Et puis j'ai prévu quelques interactions pour être ensemble. On est ensemble, mais on n'est pas tel qu'on a l'habitude de l'être, où vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas, je ne peux pas vous entendre. On va essayer quand même, cependant, d'avoir des interactions tous les deux. Alors, c'est-à-dire que vous êtes un groupe et je suis seul. Le programme vous a été donné. Je reviens. Une petite introduction sur la neuropédagogie. Ce qui me semble être les trois fondamentaux qu'on cherche en formation: attirer l'attention et la garder. Faire en sorte qu'il reste quelque chose chez les participants après la formation. Et puis, faire en sorte que les gens soient motivés parce que c'est la clé de la mise en action par la suite. On conclura par une petite neurochecklist et questions-réponses au fil de l'eau, même si on réserve du temps à la fin pour ça. Alors, en tout premier, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Alors, c'est très difficile de savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Je vais vous demander de me dire comment vous vous sentez aujourd'hui. Et puis, ça sera l'occasion de commencer à utiliser les outils d'interaction et de sondage à côté. Pendant que vous répondez,
Euh, J'en profite pour dire que on est ensemble via Internet. Internet, il y a quelquefois des petites micro-coupures. Alors, vous m'excuserez par ailleurs si de temps en temps ma voix déraille. Ça ne devrait durer que quelques instants, c'est les joies d'Internet. Alors, vous êtes plutôt de bonne humeur pour la majorité, au top, très bien. Euh, Hop, je vais vous montrer. Voilà, vous devez voir à l'écran que vous êtes plutôt de bonne humeur et pour une grande partie au top. C'est génial. On ne parlera pas aujourd'hui des outils, de l'accompagnement, parce que c'est un vrai sujet, même si on va le survoler, mais on ne le traitera pas en profondeur. Et nous ne parlons pas, même si c'est le sujet du moment de politique, formation, bien sûr. Euh, je vais évoquer avec vous pour commencer et pour s'échauffer deux, trois petites choses sur notre cerveau. En premier, 4 affirmations. On n'utilise que 10% de son cerveau. Les créatifs sont cerveau droit. Le cerveau des hommes est différent de celui des femmes. La nuit, leur cerveau se repose. Alors, combien d'affirmations, selon vous, sont justes? On n'utilise que 10% de son cerveau. Les créatifs sont cerveau droit. Le cerveau des hommes est différent de celui des femmes. La nuit, le cerveau se repose. Alors, vous êtes partagé entre aucune et toutes, mais c'est aucune qui l'emporte pour l'instant. Je vous laisse quelques instants pour relire et pour essayer de voir. Ça m'intéresse de savoir ce que la perception que vous avez du fonctionnement. Ah, ça se rééquilibre un petit peu. J'ai dit qu'on parlait pas de politique. Euh, ok. Alors, je commente rapidement ça. On utilise bien évidemment 100% de son cerveau en permanence. Les créatifs sont cerveau droit, non. Bien que le cerveau droit et le cerveau gauche, la partie gauche et la partie droite, aient des fonctionnalités un peu différentes, elles sont très complémentaires. Il n'y a donc pas de prédisposition à être ou pas un artiste ou un mathématicien. C'est plutôt de l'acquis que de l'inné. La nuit, le cerveau se repose, non. Il a une activité assez intense et qui est très utile en formation. Si vous avez un conseil à donner aux gens que vous envoyez en formation ou que vous formez, c'est dormez bien. C'est utile pour tout, y compris la formation. Et le cerveau des hommes est différent de celui des femmes. Oui et non. Ils sont exactement constitués pareil, à 10 grammes près en moyenne. Ils ont le même poids, le même volume. La seule différence entre le cerveau des hommes et le cerveau des femmes, c'est les hormones dans lesquelles ils baignent. Chez les hommes, c'est majoritairement de la testostérone, et chez les femmes, il y en a beaucoup moins, et ce sont les oestrogènes. Et ça, cette ambiance dans laquelle le cerveau baigne, peut avoir tendance à rendre les hommes un peu plus vifs de temps en temps, un peu plus agressifs, et les femmes un peu plus réfléchies. Mais ce n'est pas une question de composition de cerveau. On va revenir sur l'origine de notre cerveau. Et pour parler du cerveau qu'on a aujourd'hui, on va revenir au passé. D'où vient-il et qu'est-ce qu'il fait? Oups, pardon. J'ai revu les slides ce matin et j'ai fait un copier-coller et j'ai dû en copier une de plus. Excusez-moi, je vais passer. Alors, voilà. Et je vais vous poser une question ce coup-ci avec le chat. Comme ça va vous faire prendre connaissance de cet outil et pour tous ceux qui n'ont pas utilisé pour dire. Dites-nous et répondez dans le chat. Dites-moi quel est l'âge du cerveau et selon vous, quelle est sa fonction principale? Il est fait pour quoi? Donc vous me mettez par exemple 10 000 courir. Euh, et je vais voir 400 millions d'années. Ah, ça fait beaucoup, 400 millions d'années. Agir pour survivre.
vieux comme l'humanité, la nuit des temps, c'est ça? Euh, survivre, rêver, s'adapter, 300 000 ans, 5 000 ans, 100 000, tout gérer, se mettre en mouvement, reptile, 60 millions, s'adapter, créer, réfléchir, protéger, 80 000, vivre, se reproduire, s'adapter, évoluer. Ah, vous êtes très créatif, hein. Merci. Notre cerveau a 40 000 ans, Homo sapiens. Il est conçu pour résoudre des problèmes, fonction principale, liées à la survie, dans la nature, en étant en mouvement. Donc notre cerveau est là pour observer ce qu'il y a autour de lui, analyser, décider, faire des actions qui sont liées à notre survie, dans la nature, en étant en mouvement. Mais résoudre des problèmes, c'est ça la capacité qui distingue notre cerveau des autres cerveaux, des animaux, c'est que nous ne sommes pas dans le réflexe, nous ne sommes pas dans le comportement programmé, nous sommes dans l'analyse et la décision. Et c'est ça qui fait qu'on est très adaptable. Et c'est ça qui fait que on a été relativement dominant. Je ne vais pas dire qu'on est dominant, on va pas rentrer dans le débat, on est relativement dominant. Alors, je vais vous poser une question. On va utiliser votre cerveau. Essayez de répondre vite. Vous pouvez utiliser le chat ou répondre de tête. C'est un petit calcul mental très simple. Un crayon plus une gomme coûte 1,10 € au total. Le crayon coûte 1 € de plus que la gomme. Combien coûte la gomme? Si vous pouvez répondre dans le chat. 0,10 €, 0,10, 0,10, 0,10, 0,10, 0,10, 0,10, 0,10. Et pour ceux qui répondent de tête, 0,10. Je vois passer quelques autres chiffres. Alors peut-être parce que vous réfléchissez très vite ou que vous avez déjà eu ça, mais je vois passer beaucoup de 0,10. Bien évidemment, même quand on connaît ça, on ne peut pas s'empêcher de penser 0,10 centimes. Et pourtant, on se trompe. Imaginons que 0,10 centimes soit la bonne réponse. Ça veut dire que le crayon coûtant 1 € de plus que la gomme, ça nous fait 1,10 € plus 10, ça fait 1,20 €. Ça ne fait pas 1,10 €, puisque la question était, un crayon coûte plus une gomme coûte 1,10 € au total, le crayon coûte 1 € de plus que la gomme. Combien coûte la gomme? 10 centimes pour la gomme, ce n'est pas la bonne réponse. Et pourtant, c'est celle qui nous est venue très naturellement. La bonne réponse, si on fait le calcul, niveau élémentaire, tout le monde devrait y arriver. Pourtant, tout le monde n'y est pas arrivé. C'est pas un problème de calcul, c'est un problème de réflexion. Parce que la gomme coûte 0,05 centimes. Bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Parce qu'effectivement, 0,05, le crayon coûtant 1 € de plus, ça fait 1,05 €. Si on fait l'addition, ça fait bien 1,10 €. Mais bon sang de bonsoir, pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé la bonne réponse? Alors que c'est un calcul plutôt simple. Ben parce que notre cerveau nous a prédit la bonne réponse. Il s'est dit, c'est un calcul mental hyper facile, je pense avoir la bonne réponse, ça me semble être 10 centimes, c'est 10 centimes. Conclusion. Et on n'a pas fait le calcul. On a eu une prédiction. Parce qu'on est un petit peu feignant. Notre cerveau aime pas trop faire des efforts inutiles. Donc il pense avoir la bonne réponse. Il est donc persuadé que c'est la bonne réponse. Et il vous demande de la donner. Pourquoi est-ce que notre cerveau est si performant, si rapide et quelquefois feignant à ne pas l'utiliser ses capacités pour faire un calcul aussi simple et tomber dans le panneau d'un piège pourtant assez facile à déjouer? Et bien parce qu'il est très énergivore. Notre cerveau consomme beaucoup d'énergie. Donc, si vous vous souvenez qu'on est lié, on est programmé et on est extrêmement efficace pour résoudre des problèmes liés à la survie dans la nature en étant en mouvement, eh bien, on cherche à faire des économies d'énergie pour pouvoir être en mouvement et réagir quand on veut le plus souvent possible. Donc, on est économe. Je vais vous dire pourquoi on est économe. Prenons une personne normale d'à peu près 60 kg. Son cerveau, 1,4 kg, représente 2% de son poids. Le cerveau est capable de consommer 15 watts d'énergie, c'est-à-dire 25%
de l'énergie totale que consomme notre corps. Notre corps, par jour, consomme à peu près 60 watts d'énergie qu'on utilise à partir de ce qu'on a mangé. Notre cerveau, à lui tout seul, 2% du poids de notre corps, consomme 25% de notre énergie. Quand il travaille, quand il est en action intensive, à comparer à l'action intensive de nos muscles, quand on monte le Mont Ventoux en vélo, on ne consomme que 3 watts par kilo de muscle. Le cerveau, lui, 1,4 kg consomme 15 watts à lui tout seul. C'est l'organe qui est le plus consommateur d'énergie. De fait, il se met très souvent en veille pour économiser de l'énergie. Et cette veille, c'est ça qui donne le biais qu'on a utilisé, le biais de penser qu'on a la solution et se convaincre que c'est la solution des 10 centimes. Tous nos biais, il y en a plein, sont liés à ça. On va à la facilité, on va à l'intuition, on va à ce que le cerveau pense être la solution à un problème, sans y réfléchir vraiment, pour économiser de l'énergie. Je vois dans le chat qu'il y a un problème de son persistant et il n'y a plus de son diaporama. Je crois que ça fonctionne. Oui, dans ce cadre-là, il faut réactualiser. Il faut réactualiser votre page pour que ça reparte. Pour ceux qui ont le souci, oui. Alors, je vais vous montrer que notre cerveau est très biaisé. Bon, vous voyez que c'est un damier, vous voyez qu'il y a des cases claires et qu'il y a des cases foncées, vous voyez que les deux flèches vous montrent deux carrés avec des couleurs différentes. Je pense qu'il n'y a pas de... C'est OK pour tout le monde. Hein. Il y a bien des cases claires, des cases foncées, deux cases de couleurs différentes. C'est OK pour moi, c'est ce que je vois et c'est ce que tout le monde voit. Pour autant, je vais vous montrer que c'est peut-être pas ça. Et pour ça, je vais vous montrer une petite vidéo. Il n'y a pas de son, c'est normal. On est bien d'accord, un damier, deux cases différentes, un clair, un foncé. Là, il y a un problème. Là. Je voyais une case claire, une case foncée, une claire, une foncée, jusque-là tout va bien, mais quand les carrés se rapprochent, il y a comme un bug. En fait, les carrés sont de la même couleur. Zut. Ah mais non. Notre cerveau nous trompe. Il pense que c'est un damier, il est persuadé qu'il y a donc des cases claires et des cases foncées. Il nous montre une case claire, une case foncée, alors que ce n'est pas la vérité. Notre cerveau nous ment. Il nous trompe parce qu'il veut avoir raison, il veut que ça soit un damier avec des cases claires, donc il vous représente mentalement des cases claires et des cases foncées. Alors que la case centrale est de la même couleur que la case foncée. On peut revoir cette vidéo 1 million de fois. 1 million de fois, vous verrez une case claire, une case foncée, parce que votre cerveau ne veut pas faire l'effort de regarder réellement les couleurs. Il pense que c'est clair et que c'est foncé, et il vous montre une case claire et une case foncée. Tous nos biais sont liés à cela, le fait que notre cerveau, quand il est persuadé d'avoir la solution, eh bien, il ne réfléchit pas. On a plein de biais. Vous allez en avoir la liste ici à l'écran. Voilà, ça vient. On a des biais de sensation. Hein, ça vous arrive très souvent, vous avez votre téléphone dans la poche, vous êtes habitué à ce que le téléphone vibre, vous avez une fausse vibration dans la poche, vous ouvrez le téléphone, il n'a pas vibré. On a des biais attentionnels, on pense être attentif, on ne l'est pas. On a des biais amnésiques, on pense se souvenir de quelque chose alors qu'on ne l'a pas vécu. On a des biais de jugement, on pense que c'est juste ou qu'on est d'accord alors que c'est faux. On a des biais de raisonnement, comme les 10 centimes. On a des biais de personnalité, on pense qu'on n'est pas autoritaire alors qu'on l'est, etc., etc. Dans le document que vous aurez, il y a tous les liens vers ces biais et vous verrez qu'on en a beaucoup. Et tous sont basés sur le fait qu'on a envie de faire des économies. On hérite donc d'un cerveau qu'on ne peut pas changer, qui a des fonctionnements innés
et avec lequel il faut savoir composer. Après cette longue introduction, on va venir à la formation. En formation, l'apprentissage repose sur des mécanismes d'attention, ce sujet m'intéresse, je me concentre, des biais de mémorisation, je fais un effort pour stocker l'information qui m'a été donnée, des biais de motivation, il va falloir, et des biais de décision. Mais on va se focaliser sur ces trois premiers, pas des biais, des mécanismes d'attention, de mémorisation et de motivation. Puis on a des préférences personnelles, on a des pentes naturelles, on a des automatismes qu'on a développés pendant qu'on s'est entraîné à l'école, pendant qu'on s'est entraîné à titre personnel, etc. Mais on a aussi des mécanismes naturels contre lesquels on ne peut pas lutter et qui nous mènent à des comportements. Et on va les détailler en formation. L'attention. Alors l'attention, ça se mérite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux gens de vous porter attention si vous ne leur portez pas attention. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire en vous posant des questions, en lisant vos réponses, en vous parlant, même si je ne vous vois pas. Et je suis là non pas pour dérouler la présentation, mais pour essayer d'être avec vous. J'essaye de vous porter attention. De fait, je devrais en avoir en retour. Et ce qui se passe quand on a de l'attention en retour, c'est que on a un démarrage d'une activité, qu'elle soit une activité de formation ou une discussion ou un entretien qu'on peut avoir avec quelqu'un qu'on veut conseiller en formation. Au début, on a une grande attention. Puis au bout d'un temps, et on n'y peut rien, ça baisse. Parce qu'on se dit, c'est bon, j'ai compris ce qui se passe, etc. Et oui, l'attention diminue. Puis au bout d'un moment, on se dit, oh là là, mais il faudrait que je me reprenne un peu, c'est parce que là, j'ai dû passer à côté de trucs essentiels, et hop, l'attention remonte. En formation, tout commence bien. Le formateur, au bout de quelques temps, il a l'impression que tout se passe bien. Puis, à un moment donné, s'il demande aux personnes en salle d'essayer de maintenir un certain niveau d'effort, bien, il n'y arrive pas. Et puis, un peu résigné, quand il passe à autre chose, eh ben, on se rend compte que l'attention revient. C'est un mécanisme naturel. Selon vous, cette première partie pour laquelle, même sans grand effort de la part du formateur, on obtient et on capte l'attention des participants, elle dure combien de temps? Mettez-moi dans le chat combien de temps vous pensez que ça dure. 10 minutes. Et Philippe, pendant que les personnes répondent dans le chat, vous m'entendez, Philippe? Oui, bien sûr. Ouais. C'était un petit sondage, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un sondage. Et pendant que les personnes répondent, moi, ce que je voudrais vous relayer, c'est un certain nombre de questions, si vous me le permettez. Il y en a déjà quelques-unes. Allez-y, c'est le bon moment. Alors, donc, il y a une question sur la rééducation du cerveau. Est-ce que le cerveau se rééduque? Voilà, ça, c'est voilà, quelque chose à... Oui, c'est ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. Si par exemple vous êtes gaucher ou droitier, que vous avez un accident et que vous êtes obligé d'utiliser votre autre main, on peut redévelopper des capacités comme celles qu'on a développées initialement. Quand des gens par exemple perdent la vision d'un œil, eh bien au début on est très 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 handicapé. Eh bien on arrive à rééduquer ça. Par exemple des gens qui ont des problèmes de vision centrale, ce qui peut arriver avec l'âge. Puis on arrive à rééduquer les gens pour pouvoir regarder de côté avec pratiquement la même acuité que quand on regarde de face. Quand on perd des capacités après un AVC, par exemple, on est capable de redévelopper des circuits neuronaux. Ça prend un petit peu de temps, mais comme par exemple on peut apprendre le piano à 60 ans, on peut réapprendre des choses à tout âge. Et Philippe, j'en ai une deuxième question, merci, qui va un peu dans le sens de peut-être des habitudes. Alors, je ne sais pas, comment pouvons-nous déconstruire les mécanismes récurrents de notre cerveau? En essayant de les ressentir quand ça arrive, alors qu'on ne s'en rend pas compte. Principalement les biais, par exemple. La prise de décision est un excellent révélateur de nos fonctionnements. On prend en général une dizaine de vraies décisions par jour. Si on fait le point le soir, par exemple, en disant « J'ai décidé quoi aujourd'hui? Ce que je mangeais, comment je m'habillais, est-ce que je vais ou pas à cette réunion? Est-ce que je prends ou pas cette place de cinéma? Est-ce que c'est aujourd'hui que je choisis ma date de vacances ?» Voilà, quand on fait le point le soir et qu'on dit « Qu'est-ce que j'ai pris comme décision? Et qu'est-ce qui a motivé ma décision ?» Si on arrive précisément à trouver ce qui a motivé la décision, ça veut dire que là, on a un mécanisme réfléchi. Si on n'arrive pas à trouver vraiment pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision-là, c'est que c'était un mécanisme induit par des biais.
Et donc là, on peut se dire, oh là là, je pensais que cette personne avait raison parce que je l'aime bien. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oh, mais elle m'a dit des trucs avec lesquels je ne suis pas vraiment d'accord. Et donc, on peut essayer, en analysant son comportement, trouver ses propres mécanismes sur lesquels on peut éventuellement, s'ils ne nous conviennent pas, agir. Bon, merci Philippe. Alors, vous pensez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est bon, je vous laisse reprendre. Non, parfait. Alors, vous pensez qu'on est, ben vous avez raison, actif 10 à 15 minutes. C'est pour ça que j'essaye, là, dans cette petite présentation, de faire des ruptures et vous demander de faire des choses à peu près à ces périodes-là pour que vous, au moment où je devrais vous perdre, c'est-à-dire au bout de 10-15 minutes, eh bien, on fasse quelque chose d'un peu différent pour, bonne nouvelle, quand on arrive à la fin de ces 3 réserves, on va dire, la réserve d'attention, la réserve de réflexion, la réserve de mémorisation, on ne tombe pas si on prolonge le moment où on vous demande d'essayer d'être toujours être actif, d'être attentif, de passer de l'attention à la dispersion, de la réflexion au stress, en disant mais je comprends plus rien, je suis idiot ou quoi, ou oublier ce qu'on est en train d'apprendre. Eh bien, bonne nouvelle, quand on fait des micro-pauses, des micro-ruptures, des micro-changements, on redémarre un cycle d'attention. Et il y a quelque chose qui est un grand marqueur d'attention naturelle qu'on peut utiliser, qu'on utilise très fréquemment et qu'on peut utiliser en formation, c'est les émotions. Les émotions sont un marqueur qui envoie le signal à notre cerveau. Ce qui est en train de se passer, c'est important quand on reçoit des émotions. Pour preuve, qui était à l'affiche du Festival de Cannes? Si vous pouvez me le dire dans le chat, quelle année? Allez-y, répondez dans le chat. Et puis pendant ce temps-là. Monica Vitti, 2009. 2009, Monica Vitti. Mais bon sang, pourquoi est-ce que vous vous souvenez de Monica Vitti qui n'avait absolument rien à voir avec cette conférence et qui est restée 2 secondes à l'écran? Bah, tout simplement parce que, alors, malgré mes piètres talents d'acteur, j'ai mimé le désarroi de quelqu'un qui a fait une petite boulette. Et ça a suscité une micro-émotion chez vous qui a marqué ce moment. Si ça n'avait pas été incongru, si ça avait été dans le fil de la conversation et même avec intelligemment placé comme élément du sujet, vous auriez beaucoup moins facilement retrouvé ça. Alors, je vais vous insister encore plus. Je vous pose juste 3 questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre dans le chat. J'ai 3 questions et vous allez avoir la réponse mentalement. C'était quelle date? Vous étiez où? Vous faisiez quoi? On se souvient, on a tous les 3 réponses à ces questions. Pourquoi? Non pas parce que ça a tourné en boucle. Philippe Lacroix était à la Défense en train de former les gens du GAN. Ça n'a pas tourné en boucle à la radio. Et pourtant, je m'en souviens. Parce qu'au moment où je faisais ça, j'ai eu une très forte émotion, comme tout le monde. Et ça a été un marqueur qui m'a dit, ça c'est très important. Et je m'en souviens encore. En formation, on peut utiliser les émotions, un petit peu de dérision, un petit peu d'humour, un petit peu de décalage, un petit peu de surprise, au moment où on veut vraiment marquer le coup sur quelque chose d'important. À pas utiliser trop fréquemment, mais c'est quelque chose qui est utilisable. Philippe, je vous pose quelques questions qui transparaissent dans le chat. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant, Claire disait, du coup, quand on ne se souvient pas de quelque chose, c'est que ça veut dire que c'est lié à un problème d'inattention. Et vous disiez plutôt d'émotion, de non-émotion. Si on ne se souvient pas de ce qu'on faisait en 2011, en septembre, au moment de l'explosion des World Trade Center. Non. On peut tout simplement pas avoir. C'est un des mécanismes qui favorise la mémorisation. Ce n'est bien évidemment pas le seul. Et donc, si on ne se souvient pas de quelque chose, c'est pas qu'on est insensible ou qu'on n'a pas eu d'émotion. On va y venir sur la mémorisation. Il y a cet effet saturation-répétition. Et justement, ça engage le deuxième sujet. À moins qu'il y ait d'autres questions. Pardon Philippe, oui, exactement. Je continue. Il y a une question sur la différence entre l'attention
en présentiel et l'attention à distance? Est-ce qu'il faudra distinguer des mécanismes? C'est les mêmes mécanismes, ils sont plus difficiles à mettre en œuvre à distance. Bien évidemment, parce qu'on n'a pas cette communication mammifère qui fait qu'on a des liens. On ne se regarde pas dans les yeux, on ne voit pas le corps bouger. Là, vous voyez une petite tête et moi, je ne vous vois pas. Alors forcément, on a moins de liens et donc les mécanismes d'attention sont plus difficiles à mettre en œuvre à distance. Alors, j'en ai une autre qui concerne alors une méthode que je ne connais pas. Alors, je me fais le relais. Hein. Que pensez-vous de la méthode Pomodoro pour gérer l'énergie dans la journée ou faciliter l'attention? C'est une bonne méthode si elle marche pour vous. Il y a plein de méthodes. Il y en a qui marchent avec certaines personnes, il y en a qui ne marchent pas. Si elle marche pour vous, c'est une bonne méthode. En tout cas, elle n'est pas nuisible, elle n'est pas néfaste. Si vous pouvez essayer Pomodoro, si ça ne marche pas, bah, c'est pas grave. Il y en aura une autre qui marchera. Et dernière question pour le moment, je vous couperai après, hein, Philippe. Peut-on Ouais. peut-on affûter la durée de l'attention de nos apprenants? Alors, on peut influer la durée d'attention, on peut en obtenir plus, plus longtemps, on peut la moduler. Et je préférerais que vous essayiez de la moduler, c'est-à-dire par moment faire des vraies pauses où les gens peuvent se reprendre un peu. Moi, quand je suis en formation en salle, ça m'arrive de moins en moins souvent, mais quand j'étais en formation en salle, la première chose que je disais aux participants, quel que soit le moment, même dans 5 minutes, si vous avez besoin, si vous sentez des fourmis dans les jambes, si vous avez besoin de répondre à un appel téléphonique, si vous avez besoin de lire vos mails, si vous avez besoin d'envoyer un SMS, faites-le. Si vous avez besoin d'un café, fumez une clope. Sortez 2 minutes, 3 minutes. Ce moment-là va vous ressourcer. Vous allez revenir en étant capable à nouveau d'être attentif et vous de concentrer sur la formation. Et je préfère nettement ça à vous perdre pendant une demi-heure où il ne va pas se passer grand-chose pour vous et c'est une demi-heure de perdu. Eh bien, très bien. Je vous laisse reprendre. Merci. Merci. Alors, la mémoire. Petite différence entre mémoriser et se souvenir. Et en formation, c'est important. Pas que, mais en formation, c'est vraiment ça qui est la clé. On va faire un petit jeu. Est-ce que vous pensez vous souvenir de 10 photos en 30 secondes? C'est même moins de 30 secondes. Je vais vous passer 10 photos à l'écran pendant 2 secondes et quelques, entre 2 et 3 secondes. Et à la fin, on va voir combien de photos vous vous souvenez. Vous êtes prêts? Regardez bien l'écran. C'est parti. Alors, de combien de photos pensez-vous vous souvenir sur ces 10? Mettez-moi un petit chiffre dans le chat. 6, 7, 8, 5, 3, 7, 10, toutes, 4, toutes, 7, 6, 7, 8, 5. OK. Merci. Il n'y en avait pas 10. Si, si. Voilà. Oh, j'ai même des femmes, cheval, etc. Je vois qu'il y a des gens qui ont naturellement des bons mécanismes de mémorisation. En fait, il y a une différence entre mémoriser, c'est-à-dire stocker, et être capable de retrouver ce qu'on a stocké, se souvenir. Stocker, on sait faire beaucoup et vite. Preuve va en être dans 2 secondes. Se souvenir, c'est-à-dire retrouver le fil, le chemin vers ce qu'on a stocké, c'est ça qui est difficile. Et c'est ça qu'on doit entraîner et utiliser en formation et favoriser. Faire en sorte que les gens stockent, si on a énoncé clairement les choses, ils stockent. Faire en sorte qu'ils retrouvent ce qu'ils ont stocké, ça c'est le boulot du formateur. Essayer de leur faire emprunter le chemin du souvenir de ce qu'ils ont stocké.
Et pour vous montrer que tout le monde a stocké les 10 photos, c'est très simple. Je vais vous en remontrer 10 et vous allez pouvoir instantanément, vous n'avez pas besoin de le mettre dans le chat ou de réagir. Si on était en salle, on ferait par main levée, hein, on demanderait de lever la main. Alors vous allez lever la main mentalement. Je vais vous montrer des photos, 10 à nouveau. Si vous l'avez déjà vu, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Si vous ne l'avez pas vu, elle va vous dire rien du tout. C'est parti. Je pense que vous avez été capable instantanément de savoir si la photo, vous l'aviez déjà vue ou pas. Pourquoi? Parce que quand on mémorise quelque chose qui est identique une deuxième fois, on va l'encoder de la même façon, on va le stocker au même endroit. En fait, on va créer une trace mémorielle qui sera identique. Si vous réempruntez la trace que vous avez déjà utilisée pour stocker quelque chose, vous vous en rendez compte. Donc, quand je vous remontre les photos, si vous l'avez déjà vue, vous allez retrouver le chemin de là où elle est stockée, vous direz « Ah, mais oui, je l'ai déjà ». Si je vous montre une photo que vous n'avez jamais vue, vous avez emprunté un chemin, une trace mémorielle que vous n'avez jamais empruntée et vous n'allez rien trouver au bout et vous allez y stocker quelque chose de nouveau. Et vous le savez que c'est nouveau. Chaque souvenir laisse une trace. L'objectif du formateur, c'est faire en sorte que cette trace soit solide. Pour que cette trace soit solide, il faut l'emprunter plusieurs fois, comme les traces dans la neige. Si vous passez qu'une seule fois sur la neige et que la nuit il neige, le lendemain vous la voyez plus, vous l'avez perdu cette trace. Vous êtes incapable de retrouver ce que vous avez mémorisé. Si vous passez plusieurs fois dans la neige, la trace va être solide. Il peut neiger la nuit, c'est-à-dire que le temps peut passer. Vous allez retrouver la trace. C'est-à-dire que vous serez capable de vous souvenir de ce que vous avez vu. Le rôle du formateur, c'est de faire réemprunter la trace. C'est pas de répéter la même chose. C'est dire, qu'est-ce que je vous ai dit il y a 3 minutes? Combien de temps on était attentif? C'est quoi nos 3 réserves? En fait, on en a 3 ou on en a 4 réserves? Bon, il y a la réserve d'attention, la réserve de concentration. La 3e, c'est quoi? Voilà, en posant ces questions-là, on fait rien. C'est lié à la qualité de l'encodage de l'information qu'on stocke. Si vous essayez de relier quelque chose de nouveau, fragile, à quelque chose de connu, solide, vous renforcerez les chances de vous en souvenir durablement. Par exemple, il y avait un cheval, vous avez déjà fait du cheval, et si vous avez fait du cheval, il s'appelait comment? Non, vous n'avez jamais fait de cheval? Vous avez déjà regardé les courses? Voilà. Essayez de faire en sorte que ce qui est nouveau soit accroché à quelque chose de solide. Donnez des indices de récupération. Le cheval, il était de quelle couleur? On voyait en entier ou on voyait qu'une partie? Voilà, parce que vous allez avoir une représentation très précise de ce qui est fait. Et non pas répéter l'information, mais faire se souvenir. Mémoriser, est-ce que c'est si fastoche que ça? En fait, oui et non. On stocke extrêmement facilement ce qui est essentiel. J'ai été mordu par Rex. Non seulement c'est des émotions, mais c'est un moment qui est marquant dans ma vie. Ça, on l'oubliera pas. Le nom du chien, Rex. Anecdotique, j'ai entendu une conversation, le chien du pharmacien s'appelle Rex. 10 minutes après, le nom du chien peut avoir été oublié, c'est parfaitement normal. Il y a des gens qui ne vont pas l'oublier, mais on peut l'oublier, c'est parfaitement normal. En formation, c'est exactement la même chose. Si vous ne donnez pas d'importance à l'information que vous voulez faire passer, ou dans une conversation, ou dans un dialogue, si vous voulez faire passer un élément important, il ne suffit pas de le dire plusieurs fois, il faut lui donner de l'importance. Et quand on accorde l'information, c'est-à-dire qu'on la présente, il y a plusieurs façons de présenter l'information. On écoute quelqu'un qui parle, on lit un document, ou on voit. Pourquoi est-ce que l'information qu'on écoute, qu'on lit ou qu'on voit, elle est différente? On écoute à peu près à 150 mots minutes. C'est la vitesse à laquelle je parle, 150 mots minutes. Ça peut être déjà jugé un peu rapide, mais voilà, 150 mots minutes. Quand on lit, seul face à son livre, on lit un peu plus vite que ce qu'on écoute. 220 mots minutes, 250 pour les gens qui lisent vite. Quand on voit quelque chose, c'est assez simple, hein. Si vous prenez une vidéo de 1 minute et que vous regardez 1 minute de vidéo, si vous deviez décrire ce que vous avez vu avec du texte,
C'est un chat qui se promène, il est noir, il me paraît grand, il est agile, il a un petit museau, il a des grandes oreilles, c'est un mâle, etc. Si vous deviez décrire ce que vous avez vu en 1 minute, il faut 1 million de mots. Donc vous imaginez que l'information que vous avez quand vous regardez, elle est infiniment supérieure en quantité que ce que vous pouvez lire ou ce que vous pouvez écrire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout mettre sous forme de visuel. C'est que quand vous mettez un visuel, vous communiquez infiniment plus d'informations que par la lecture ou l'écoute. À vous d'utiliser les bons supports en fonction de la quantité d'informations que vous voulez faire passer et l'importance que vous voulez donner à l'information. Je vois le temps qui file, j'aimerais garder du temps pour les questions-réponses. Il y en a peut-être là, on peut faire une petite pause. Et puis, euh, si vous voulez, pendant les questions-réponses, regardez la petite vidéo que je vous ai mis là, vous avez le lien, et puis vous l'aurez dans le support. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Oui, alors Philippe, il y a quelques questions et ça va nous faire revenir un peu en arrière. Je n'osais pas vous couper. Donc, allez, C'est pas grave. c'est votre cerveau qui va devoir revenir un peu en arrière. Il y a une question qui est intéressante de Aurélie qui dit, est-ce que le métier, donc, le métier et l'habitude du métier peut influencer l'attention? C'est-à-dire, par exemple, si on exerce un métier manuel, est-ce qu'on a plus de difficultés à se concentrer sur du théorique quand on va se trouver en situation d'être en salle, en apprentissage en salle, sur de la théorie? Ah, très bonne question. On a des automatismes. Je réponds à la question en essayant d'être clair plutôt que par oui ou non, hein. La réponse est oui, on aura plus de mal. Mais j'explique pourquoi. Quand on apprend à conduire, par exemple, il y a plein de choses à prendre en compte. Passer les vitesses, regarder, tourner le volant. Il y a 3 pédales, on n'a que 2 pieds. C'est un vrai problème quand même. Donc, on a énormément de concentration à avoir. C'est très compliqué de conduire. Quand ça fait 6 mois, 1 an, on ne pense plus du tout à tout ça. On a développé plein d'automatismes qui font qu'on peut écouter la radio. Quelquefois, on peut même avoir une conversation avec son voisin d'à côté, jamais au téléphone, hein. Une conversation avec son voisin d'à côté, tout en conduisant prudemment et en étant attentif à la conduite, mais sans s'en rendre compte. Donc, on a développé des mécanismes qui nous sont extrêmement simples à mettre en œuvre, sans consommation d'énergie, par des automatismes. Si on a du travail manuel, on fait des choses extrêmement complexes, on ne se rend plus compte et ça ne nous demande plus beaucoup d'énergie d'être minutieux, précis, rapide, etc. À l'inverse, quand on a un métier intellectuel où on doit réfléchir, coordonner deux choses, combiner, etc., on développe des mécanismes, on développe des automatismes qui nous donnent une certaine aisance sans consommer beaucoup d'énergie. Quand on fait une activité différente, eh bien, ça va être plus difficile, ça va nous consommer de l'énergie et donc on va être attentif pendant longtemps. Donc oui, nos pratiques professionnelles peuvent induire, non pas des difficultés, mais pour faire la même chose, demander plus d'efforts et plus d'énergie. Ok, ça me paraît très clair. Quelle est la durée? Il y avait une autre question. Donc, pareil, on remonte un petit peu en arrière. Quelle est la durée du stockage? Alors, c'est un peu sur. Je sais qu'on va engager ces échanges un peu plus tard, mais je lis la question. Typiquement, demain, est-ce que je vais me rappeler des photos quand on remonte au sujet des photos? Ou est-ce que mon cerveau va faire le tri par lui-même? Alors, j'ai réponse à cette question un tout petit peu plus tard, donc je me permets de différer la réponse. Okay. Mais oui, on va s'en souvenir demain, mais peut-être pas après-demain. Ok, pour le moment, voilà. Après, il y avait une demande de clarification sur la différence entre la concentration et l'attention. C'est à peu près la même chose. Ok. Je vous relaisse la parole. Merci. Alors, je vais poursuivre. Vous avez peut-être regardé la vidéo. C'est très bien. C'est une vidéo qui introduit c'est facultatif. Ceux qui n'ont pas vu, c'est absolument pas grave. Il faut savoir faire ça, ce tri-là quand on forme ou quand on essaye de faire passer des messages. Il y a des choses importantes, il y a des choses facultatives. Il faut se concentrer sur l'important et y consacrer du temps et des activités. Donc, demander aux gens de faire quelque chose et d'y réfléchir. Puis il y a des choses pas utiles, facultatives. On peut passer dessus ou ne pas y accorder plus d'importance que ça. Mémoriser un livre entier, faisable, pas faisable.
Bien sûr, c'est faisable. Il y a des acteurs qui arrivent à se souvenir d'une pièce entière de 1 heure et demie ou 2 heures. Donc, stocker un livre, ils savent. Le problème, c'est pas notre capacité de stockage, mais c'est le débit de stockage. Si vous avez regardé les vidéos des Shadows, vous avez compris que pour se souvenir de quelque chose de volumineux, il faut le découper en petits morceaux. C'est ce qu'on appelle notre espace de travail. Donc, on est capable de mémoriser 4, 3, 4 choses, plus ou moins 1 selon les personnes, selon les entraînements, en une fois. Si on vous demande de mémoriser, je vais aller jusqu'à 10 photos, durablement, il ne faut pas dépasser ce chiffre-là, 4-5. On donne 4-5 informations, on fait réfléchir, travailler les gens dessus, on les questionne, on les interroge, on leur demande de manipuler cette nouvelle information, de la combiner, de l'associer, de la hiérarchiser, etc. Donc on les fait travailler avec cette information. Ça c'est bon, c'est ancré, on peut passer à autre chose. Si on donne quelque chose de beaucoup trop important, eh bien notre espace de stockage rapide est faible, et donc on ne saura pas mémoriser rapidement cette quantité d'informations. Plus j'apprends, plus j'oublie. La courbe de l'oubli, c'est ça. J'apprends quelque chose, au bout d'une journée, ça va commencer à s'effacer, cette trace de ce que j'ai appris. Au bout de 2 jours, je vais en avoir perdu beaucoup. Et au bout de 30 jours, quasiment tout. Si je ne réactive pas les choses apprises. 10 photos, si je vous les montre une seule fois et c'est tout, et que je ne vous fais pas travailler dessus, c'est sûr que c'est oublié très rapidement. 10 photos, si je vous fais faire un petit exercice dessus, ça va durer plus longtemps. Idéalement, il faut faire une répétition assez vite de l'information importante, le jour même, à quelques jours, à 1 mois, à 6 mois. Si vous faites ça, vous êtes sûr, ce qu'on appelle la répétition espacée, vous êtes sûr que l'information, elle va être ancrée durablement. Donc réponse à la question, les photos demain, peut-être, à la fin de la semaine, certainement pas. Sauf si ce soir et demain matin, on retravaille dessus, dans 5 jours, dans 1 mois, on retravaille dessus. Là, c'est quasiment acquis à vie. Voilà pour cette partie mémorisation. Alors, le syndrome d'Asperger est-il une exception? Oui, bien sûr, c'est une maladie qui a des avantages de faciliter la mémorisation parce qu'il y a des mécanismes différents dans le cerveau. Technique qui marche, oui, merci de confirmer. Voilà. Et comme je fais référence aux photos, je pense que vous allez vous en rappeler. Troisième partie, qui est importante, la motivation. L'envie de se former, l'envie que ça me soit utile, l'envie de mettre en œuvre, je me sens motivé par rapport au sujet. Alors, c'est pas facile du tout à obtenir ça, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Il y a un truc qui marche, c'est pour être motivé, il faut que ça me parle, il faut que je ressente quelque chose. Donc, ce n'est pas forcément gagné, mais vous pouvez aider ça en disant, quand vous êtes dans cette situation, vous aimeriez peut-être résoudre ce problème. Et ne serait-ce que poser cette question-là, ça va projeter les gens. Ils vont s'imaginer dans une situation qui va leur parler un petit peu plus que simplement énoncer le titre de la formation ou du sujet que vous voulez faire. Ils vont se projeter en situation, soit ils vont se dire ça me plaît ou ça me plaît pas, je saurais faire ou je saurais pas faire, ça me sera facile ou ça sera pas facile, ça sera agréable ou ça sera désagréable, peu importe, ils vont se projeter, ils vont s'imaginer être en train de faire des choses autour du sujet que vous évoquez. Et ça va développer au début, même si c'est un peu négatif, de l'émotion. Et souvent, vous le verrez dans un peu plus loin, ce sentiment de challenge, de serez-vous capable de, ça peut donner de la motivation. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'être motivé pour apprendre. Alors, je vais vous prendre un petit exemple qui, je crois, que va parler un tout petit peu pour certains par rapport à des sujets professionnels que vous abordez autour de la bicyclette. Mais j'aurais pu prendre plein d'autres exemples, mais celui-là, je l'aime bien parce qu'il parle assez facilement. La meilleure façon d'apprendre à quelqu'un à faire du vélo. Alors, on pourrait prendre une approche technocratique, disant
On va décrire un vélo, comme ça les gens sauront qu'il y a des pédales, qu'il faut appuyer dessus, qu'il y a deux roues, qu'il n'y a qu'un seul guidon, qu'il y a une selle qui est derrière le guidon, qu'on s'assoit dessus avec une nomenclature, parce que c'est important quand même de savoir que ça s'appelle un pédalier et pas un pédalage. Enfin, voilà, c'est bon. Est-ce que selon vous, c'est la meilleure façon d'apprendre à faire du vélo? Personnellement, je pense que non. Alors, je pense que pour certains formateurs, ça doit les faire sourire par rapport à des formations qu'ils ont vues et sur lesquelles ils ont trouvé que ça manquait un peu de pédagogie. Euh, bon, c'est pas la bonne méthode. Le vélo, c'est quand même un truc physique, avec des principes physiques d'équilibre. Il y a une force gyroscopique, c'est les roues qui font cette force gyroscopique, qui luttent contre l'attraction terrestre, qui font qu'on tombe. Puis il y a ce mouvement d'oscillation qui donne, qui amplifie le... Bon, si on n'a pas compris ça, quand même, on ne peut pas faire du vélo. Est-ce que vous pensez que c'est très juste hein, ce que je vous ai dit, c'est comme ça que ça marche un vélo. Hein. Et non, je ne crois pas que ça soit ça, que ça soit la force longitudinale des jambes qui se transforment en couple sur une roue qui apprend à faire du vélo. C'est pas comme ça non plus. Bon, alors, on va trouver une autre méthode. On va revoir faire des gens faire du vélo. Ah, là, quand même, en plus, si on a les meilleurs, là, je comprends pas. Quoi. Si on sait pas faire du vélo en observant les gens qui le font le mieux du monde, moi, je sais pas comment faire. Puis là, vous êtes en train de rigoler en disant, Philippe, c'est quoi ta dernière façon de montrer, apprendre à faire du vélo? Bon, ça ne demande pas beaucoup de moyens, ça ne demande pas beaucoup de support, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est très simple, c'est ça. La meilleure façon d'apprendre à faire du vélo, c'est de faire du vélo. Alors bien sûr, au début, on va se tromper, on va avoir besoin d'être aidé, on va faire des erreurs, on va tomber peut-être, parce que c'est le risque du vélo, de tomber. On fait tellement mal du vélo qu'on tombe. Euh, Si on veut apprendre à faire quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas s'imaginer le faire, il ne faut pas avoir la description du résultat, il faut le faire. Il n'y a que comme ça qu'on va ressentir l'équilibre, même si on l'a compris. Il n'y a que comme ça qu'on va trouver l'énergie à faire. Voilà. Si vous voulez trouver la meilleure façon d'apprendre quelque chose à quelqu'un, laissez-le explorer, laissez-le expérimenter. Ensuite, vous ajouterez la théorie. Ensuite, vous essayerez de lui faire comprendre les choses qu'il a intuitivement déduites. Mais apprendre, ce n'est pas montrer la seule et unique façon de réussir, c'est aussi laisser ressentir aux personnes le moment où ce n'est plus bon. Parce que quand il va mettre en œuvre, s'il a ressenti en formation le moment où ce n'est plus bon, il va le sentir venir et il va tout de suite se corriger, il ne va pas tomber dans le piège. Et je pense que si vous êtes apparu, c'est qu'il y a des questions. Exactement. Donc, il y a une question sur les casques de réalité virtuelle. Est-ce que, du coup, ça peut fonctionner s'imaginer en train de faire, mais avec des gestes limités. Voilà. Alors, j'ai pas traité ce volet des métaverses, des canaux de réalité virtuelle, c'est un sujet passionnant, mais qui est en plus en liaison très forte avec le cerveau, c'est que notre cerveau a la capacité de ressentir quelque chose qu'il ne vit pas réellement, mais comme pour le damier, où il vous a suggéré, montré même une case grise, alors qu'elle ne l'était pas, avec un casque de réalité virtuelle, il peut vous faire croire que vous êtes en train de faire quelque chose alors que vous n'êtes pas réellement en train de le faire, et vous allez ressentir les choses. Donc les casques de réalité virtuelle, c'est un excellent moyen de mettre les gens en situation quand on ne peut pas les mettre en situation réelle. Ok, alors j'essaie de... Choses dangereuses, choses compliquées, choses coûteuses, équipements qu'on n'a pas, enfin toutes ces choses-là, ça marche très très bien les casques de réalité virtuelle. Alors après, ça remonte un peu sur ce qu'on s'était dit tout à l'heure sur la motivation, mais est-ce que les capacités intellectuelles différentes selon les personnes ont-elles une incidence importante sur la capacité à apprendre, ou bien est-ce qu'avec une réelle motivation, eh bien, on va tous arriver à nos fins? Alors déjà, la capacité intellectuelle, c'est pas que le QI, c'est pas la note qu'on a eue au bac, c'est plein d'intelligence, y compris l'intelligence émotionnelle, l'intelligence psychomotrice,
l'intelligence spatiale, l'intelligence relationnelle, notre intelligence, notre capacité intellectuelle, c'est tout ça. Et on peut privilégier, parce on a développé des mécanismes plus importants avec une certaine partie de notre intelligence pour apprendre, mais bien heureusement, on peut apprendre de plein de façons différentes. C'est ça qui est intéressant, c'est de donner la liberté. C'est pour ça que apprendre en faisant, chacun fait comme il sent, comme il vit, comme il ressent, comme il réagit, comme il sait faire. Et ça, c'est individuel. Si on impose aux gens d'apprendre tous rationnel, raisonné, effectivement, on va favoriser les gens qui ont développé ça dans certaines études. Si on laisse les gens découvrir, expérimenter intuitivement, par sensibilité, par association avec d'autres personnes, un moment entre moi, je vais te montrer, ah bah non, là, tu fais mal, ah bah oui, bah, tiens, merci, moi je savais pas fait comme ça. Des gens qui vont apprendre par mimétisme plutôt que par raisonnement. Donc c'est bien évidemment toutes ces intelligences-là qu'on met en œuvre quand on apprend, et laisser la liberté aux gens d'utiliser au mieux ses propres capacités, c'est ça la clé. Et donc, pour un formateur, le fait de modifier, d'alterner les différentes modalités pédagogiques, est-ce que ça va permettre du coup de favoriser la mémorisation? Alors oui, ce que vous appelez la mémorisation, je vais le reformuler en disant l'appropriation. Oui, si vous avez des modalités qui s'appliquent à des gens qui aiment bien réfléchir, eh bien, demandez-leur d'écouter quelque chose. Si vous avez besoin si vous voulez favoriser les gens qui ont besoin de faire, de voir le résultat tout de suite, demandez de leur faire un petit exercice, un petit jeu, une petite simulation, etc. Si vous avez besoin des gens qui en parlent, parce qu'ils ont peur de s'exposer mettez-le en sous-groupe et faites-les travailler à plusieurs. Donc les choses sur lesquelles ils sont pas à l'aise, ils vont rester en retrait et ils vont pas se sentir bloqués, obligés de faire. Ils vont s'appuyer sur ce que les gens plus à l'aise ou plus expérimentés qu'eux, et en regardant, ça va le décoincer parce qu'il va se rendre compte que c'est pas si dur que ça, et que c'est à sa portée. Donc utiliser plein de modalités pédagogiques donne sa chance à tout le monde. Et dernière question avant de vous laisser reprendre, pardon, sur justement la différence entre, enfin, quand il y a des concepts, il y a une question qui parle de théorie. Pour apprendre les maths, il faut d'abord la théorie. Bon, alors, donc du coup, quand il y a des concepts à connaître, voilà, est-ce qu'il y a des préconisations sur des méthodologies, des modalités qui vont faciliter? Oui, observez les enfants, les petits, les bébés. Vous allez voir par exemple qu'empiler des cubes, mettre des formes sur les tapis d'éveil, faire rentrer des formes dans des trous avec des tailles différentes, c'est des maths, hein. C'est même de la physique. Et ils l'ont compris qu'on ne peut pas faire rentrer 4 cubes dans un truc qui a un espace de 3. Donc la théorie des ensembles, du nombre, des proportions, tout ça, ils l'ont compris. Et ils savent même le mettre en pratique. Après, ils ne sauront pas vous expliquer la théorie. En général, ils ne savent même pas parler. Mais donc, bien évidemment, pour être capable d'expliquer ce qu'on sait faire, il faut avoir des bases théoriques et être capable de les formuler. Transmettre à quelqu'un d'autre, apprendre à quelqu'un d'autre à faire, il faut effectivement avoir des bases théoriques solides, être capable de les formuler intelligemment. Mais savoir faire quelque chose ne nécessite pas forcément d'avoir de base théorique. Et quand on sait faire quelque chose, c'est plus facile ensuite par curiosité, de se dire, mais comment ça marche ce truc que je sais faire là? Pourquoi ça tient en équilibre? Pourquoi est-ce que Voilà. Et là, on va avoir de l'attention et on va avoir de la motivation à apprendre la théorie. Je vous redonne la main. Merci. Donc pour moi, la meilleure façon d'apprendre, c'est pas parce que c'est la meilleure que c'est l'unique, hein. Il y a plein d'autres façons d'apprendre qui marchent très bien aussi, mais par expérience. Pour ça, et le bouquin qu'on a écrit avec Nadia Medjad et Philippe Hill, c'est énormément d'études scientifiques. Donc quand je dis c'est la meilleure, c'est parce que c'est celle qui est la plus efficace. La meilleure façon d'apprendre, c'est pas le point de vue de Philippe Lacroix, c'est celle qui est mesurée. C'est de mettre en situation d'apprentissage. Alors, une neurochecklist pour mettre les gens en situation d'apprentissage efficace, c'est quand on apprend quelque chose, découper un problème complexe, et tout peut être un problème complexe, mais quelque chose de simple, en sous-ensemble encore plus simple, jusqu'à ne pas être capable de couper les trucs en deux. Et c'est ça, c'est décomposer ce qu'on a besoin d'apprendre
en petits sous-ensembles, faciles à assimiler, courts, qui se traitent en 5-10 minutes, que les gens vont pouvoir expérimenter tout de suite, et empiler tout ce savoir pour en faire un tout qui est ce qu'on veut transmettre. Raconter des histoires, mettre en scène. Vous avez vu que quand je réponds aux questions, j'essaie de vous dire, et quand quelqu'un est en train de, et si on le met dans la situation de, tout ça c'est pour développer l'imaginaire, votre propre imaginaire. On a chacun le sien. Si je parle quelque chose, de quelque chose et que j'essaye de mettre en œuvre, comme quand on raconte des histoires, le décor n'est pas totalement décrit, les habits, les vêtements n'est pas totalement décrits, pourtant vous les imaginez. Donc quand on essaye de développer, de fournir de l'information, essayez de, c'est facile de dire raconter des histoires, essayez de mettre en scène, d'incarner le propos pour développer l'imaginaire des gens, pour faire ce qu'on a vu en mémorisation, faire ce que la chose nouvelle que vous leur apprenez s'accroche à quelque chose de fort chez eux qu'ils ont imaginé par eux-mêmes. Autre élément, pour motiver, transformer ce que vous leur demandez d'apprendre en résolution d'une situation ou d'un problème. Quand si on voulait apprendre à quelqu'un à monter un meuble IKEA, ça ne serait pas en lui demandant d'apprendre par cœur la notice. Vous lui demandez de monter un petit meuble, c'est une vraie, une vraie satisfaction, un vrai challenge, et on est hyper content de le faire, et on a de la motivation. J'en connais qui ont transpiré longtemps, alors que c'est un exercice pénible pour monter une petite commode IKEA. Eh bien parce qu'on a quelque chose à réaliser, on a une œuvre à faire. En formation, essayez de concrétiser ce que vous apprenez en résultats concrets, utiles et opérationnels. Philippe, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus le mettre en scène? Oui. Mettre en scène, c'est dire, quand vous serez dans cette situation, quand il se passera ceci, quand vous aurez ça à faire, quand quelqu'un vous demandera ça, en fait, qu'est-ce que vous allez être amené à mettre en œuvre comme compétence? Ah, il va falloir analyser s'il y a plusieurs solutions possibles, quelle est la meilleure, quelle est la plus adaptée. Donc, il n'y a pas qu'une seule recette. Là, la formation, elle va vous en prendre 2 ou 3. Il n'y a pas la meilleure, il y a celle qui est la plus adaptée. Et alors, par exemple, quand vous êtes dans cette situation-là, ça marche mieux. Quand je dis mettre en scène, c'est ça. C'est contextualiser les éléments d'information que vous allez vouloir exposer pendant la formation. Faire des pauses fréquentes. Des pauses, c'est pas forcément s'arrêter, hein, et sortir, faire quelque chose. Ça, c'est la vraie pause physique où on a besoin de faire bouger son corps. Quand je vous dis que notre cerveau est il y a 40 000 ans et on a strictement le même, hein, la personne qu'on est aujourd'hui, l'humain qu'on est aujourd'hui est strictement le même qu'Homo sapiens à 40 000 ans. Vous metteriez un costume à Homo sapiens et vous le faites passer chez le coiffeur et le barbier, vous le croisez dans la rue, c'est vous. C'est physiquement et intellectuellement. Et on est habitué à se mouvoir dans notre environnement pour aller chercher à manger, se protéger, aller chercher de l'eau, trouver de quoi faire du feu, etc. Cette obligation d'être en mouvement permanent est toujours chez nous. Et cette obligation s'est transformée en un élément moteur. C'est-à-dire que si on veut que notre corps et notre esprit fonctionnent bien, il faut qu'ils soient en mouvement. La position sédentaire qu'on a ne nous aide pas à être bon. D'ailleurs, on se rend compte, des fois, quand on patauge, quand on piétine sur un truc, qu'on s'en sort plus avec son dossier, quand on sature de lire ses mails, etc., on va prendre un café, on va boire un verre d'eau, on sort respirer dehors, on fumer une clope. Même si c'est mauvais, quand on revient, on est meilleur. C'est parce qu'on a mis son corps en mouvement et que mettre son corps en mouvement nous aide à être bon. Si vous pouvez travailler debout, c'est idéal. Les vraies pauses, ça sera vous asseoir. Alors que là, la pause, c'est se lever et bouger, en général. Donc, faire des pauses, c'est changer d'activité, changer de posture. C'est pas forcément s'arrêter de bosser. C'est faire quelque chose de différent dans une position différente. Donc, des respirations, des changements d'activité toutes les 10 minutes. Ce que j'ai essayé de faire dans ma scénarisation, vous posez des questions, on s'est interrompu, je vous ai demandé de regarder des vidéos tout seul, j'ai répondu à des questions, on a des activités où je vous ai sollicité.
Faire des micro-pauses, là réellement, où on se dit pendant, allez, 30 secondes, 15 secondes, 20 secondes, toutes les demi-heures, il n'y a rien à faire. Regarder une vidéo, lire un truc, rêvasser, se poser des questions à soi-même, des choses comme ça. Et puis une pause physique, 1h30, parce qu'on a besoin de s'hydrater, de s'alimenter. Ah, puis un dernier truc qui est un élément de motivation et d'attention. Vous pouvez me mettre dans le chat la dernière chose qu'est-ce qu'on adore, qui nous motive. Ah, génial, vous avez plein de bonnes réponses. Je vous fais pas la lecture, hein, ça défile sous vos yeux comme moi. Alors tout ce que vous avez dit est à peu près juste. En formation, je reviendrai là-dessus. Ce qui est un truc qui marche à tous les coups, c'est résoudre des énigmes. Transformer quelque chose à apprendre en problème à résoudre, vous facilitez grandement le travail de la motivation. Si tant est que l'énigme ait du sens. Bref. Preuve en est qu'on aime les micro-énigmes. Ces petits jeux-là. Serez-vous capable d'aligner 4 bonbons de la même couleur? Non, mais aligner 4 bonbons de la même couleur, c'est pas plus simple que ça. Et pourtant, on peut le faire des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de fois à la suite. On adore ça. Pourquoi est-ce qu'on adore résoudre cette énigme d'aligner 4 bonbons de la même couleur? Il n'y a pas plus couillon que ça, hein. Parce que à chaque fois qu'on réussit quelque chose, ça déclenche un petit shoot de dopamine. Et on est tous accros, on est tous des junkies à la dopamine. C'est un mécanisme naturel qui récompense ce qui marche. On a un mécanisme cérébral, je ne rentrerai pas dans le détail, qui est un mécanisme naturellement addict à la dopamine. Notre cerveau a un propre mécanisme et a sa propre récompense. Quand on réussit quelque chose, il nous envoie un petit shoot de dopamine qui nous fait plaisir. Et on est accro à ce plaisir. C'est pour ça qu'on aligne des centaines et des milliers de fois 4 bonbons, parce qu'on a et la réussite et le feedback que vous avez cité, parce qu'il y a un petit feedback visuel ou sonore, ou les deux. On a des challenges, puisqu'on progresse, on gagne des choses, on devient meilleur, on a plus de bonus, on a plus de super pouvoirs, on a plus de trucs. Tout ça, c'est parce que ce mécanisme naturel est que dans la nature, quand on fait quelque chose, quand on résout un petit problème, quand on fait quelque chose de nouveau, si c'est quelque chose qui nous apporte du bénéfice, qui nous aide à survivre mieux, plus longtemps, meilleure santé, éliminer les dangers, on est récompensé pour que ce mécanisme, on le mette en œuvre le plus souvent possible, parce que on va être à nouveau récompensé. Donc, transformer une formation en micro petit problème, micro challenge est non pas la garantie de la réussite, mais vous favorisez l'engagement et la motivation des participants. Alors en synthèse, si on veut se former ou se former, et j'aime bien distinguer les deux, hein, former, le formateur, il forme pas. Il met les gens en situation de réussir leur formation. Le formateur, il met les gens en capacité d'apprendre. C'est pas lui qui forme, c'est les gens qui se forment. Et le rôle du formateur, c'est de les mettre dans la meilleure situation qui va leur permettre d'atteindre le meilleur résultat avec le minimum d'efforts. Pour moi, c'est ça la neuropédagogie. C'est pas être meilleur, c'est pas être plus fort, c'est pas apprendre plus vite, c'est pas apprendre plus de choses. C'est apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre en ayant le moins d'efforts possible à y consacrer. Donc, former ou se former, c'est faire quelque chose qui m'est utile, avec un effort raisonnable, sur mes propres capacités, avec un rythme qui me correspond, avec ma logique d'apprentissage, en expérimentant, c'est-à-dire en ayant moi-même le feedback que ça marche et que ça m'est profitable. On peut aussi avoir le feedback du formateur, comme vous l'avez dit, c'est très important d'avoir la reconnaissance de l'effort fourni. Oui, c'est bien ce que tu as fait. Oui, c'est bien ça qu'il faut faire. Oui, bravo. Voilà.
Et en m'accompagnant suffisamment, parce que tout le monde n'a pas une motivation illimitée. Donc, quelquefois, on a besoin d'un peu de réconfort, d'encouragement, de soutien, d'aide à passer un moment difficile, un petit coup de mou, etc. C'est illusoire de penser que les gens vont se motiver tout seuls parce qu'on leur demandait de se motiver pour apprendre. Il y a des gens qui savent le faire parce qu'ils sont disciplinés. Il y a des gens qui ne sont pas forcément indisciplinés, mais qui n'ont pas trouvé naturellement la motivation suffisante. Donc, il faut les aider un tout petit peu. Et je prends le contrario. Si en étudiant un scénario pédagogique ou un déroulé pédagogique, on ne montre pas l'utilité, que c'est dur, qu'on ne voit pas le résultat concret, que ça va trop vite, trop lentement, que la logique d'apprentissage, je ne la comprends pas, que je ne mets pas en œuvre, donc je ne vois pas à quoi ça sert, que je fais ça en suivant un module e-learning où je ne fais que faire suite, et à la fin on me dit bravo, vous avez terminé, mais j'ai terminé quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réussi? Bravo de quoi? D'avoir été patient et discipliné? Non, c'est pas ça qu'on attend de moi, d'être patient et discipliné, c'est d'apprendre quelque chose qui me sera utile, pour lequel je vais pouvoir m'en servir. M'en servir à quoi? Et sans accompagnement. S'il n'y a pas ça, pour moi, c'est pas de la formation. Ça peut être quelque chose de très bien, mais ça ne va pas transformer les gens. Former, c'est transformer les gens. C'est faire en sorte qu'ils soient différents après la formation qu'ils étaient avant. Avant, ils ne savaient pas faire quelque chose, maintenant ils savent faire. Avant, ils le faisaient mal, maintenant ils le font bien. Avant, ils le faisaient difficilement et lentement, maintenant ils le font bien et vite. Avant, ils pensaient quelque chose, maintenant ils pensent autre chose. On les a transformés, en bien ou en mal. Hein. On ne va pas rentrer dans la logique de influencer, manipuler, etc. Mais former, c'est vraiment bien faire en sorte que les gens soient différents après qu'avant. Je passe rapidement là-dessus, il reste un petit peu de temps pour les questions-réponses. Je vous ai mis, vous l'aurez dans le support, quelques exemples que je dis en salle. Il vaut mieux privilégier ça et éviter ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire que ça et jamais faire ce qui est à éviter. Hein. J'ai pas la prétention d'avoir la science exacte ou la vérité. Quelques exemples en classe virtuelle et quelques exemples dans un parcours e-learning. Bien évidemment, tout ça est transposable dans des dialogues, dans des échanges, des conversations où on a besoin de faire avancer ou réfléchir les gens sur certains sujets. Tout ce que j'ai dit là avec le mot formation peut être utilisé en conversation, dialogue, études, réflexion commune, etc. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et de votre participation. Et merci. Allez, merci, Monsieur Lacroix. En tout cas. Allez-y. Donc, on va passer effectivement à une phase de questions-réponses. Donc, voilà, n'hésitez pas à transmettre vos questions via le chat à droite. On va les relayer. Alors, merci pour les merci. Ça fait toujours un plaisir. Oui, alors j'active le micro. C'est pas toujours facile de lire vos questions. Elles arrivent très vite et très nombreuses. C'est pour ça que je suis un peu lente à relayer les questions, vous me pardonnerez. Alors, heureusement, on arrive à remonter le temps. Oui. Puis on peut vous mettre en favori pour ne pas oublier de relayer vos questions. Alors, il y avait un lien, une question qui était posée sur le lien entre coaching et formation. Parce que vous nous dites, finalement, l'accompagnement est essentiel, mais quand on est dans le coaching, ça va un peu plus loin. Dans ce contexte, qu'est-ce que cela pourrait amener ou pas? Ah, alors, pour moi, quelqu'un m'a demandé, je m'excuse, quelqu'un m'a demandé de repasser la slide sur la classe virtuelle. Alors, je me permets de la mettre pendant que je réponds à la question sur le coaching. Le coaching, c'est le prolongement. Alors, pour moi, la formation, c'est un avant, un pendant et un moment après. Bon, tant pis pour la classe virtuelle, ça viendra une autre fois, c'est pas grave. Le avant, c'est la préparation, la découverte du sujet, l'interrogation peut avoir les gens. Est-ce que c'est une formation qui me sera utile? On va parler de quoi? Ça va prendre combien de temps? Enfin, toute la projection dans ce qui va m'attendre en formation. Le pendant, c'est effectivement l'action forte où on va me donner le savoir, on va me demander de le mettre en œuvre, on va me faire expérimenter, on va faire des exercices, on va corriger, on va m'observer pour savoir où je fais bien, où je fais mal, pour m'apporter les compléments qui me seront personnels, etc. Puis il y a le après.
Après, j'ai fini ma formation, je suis dans mon travail, et s'il y a un proverbe bien, c'est en théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique. En pratique, si. Donc tout ce que j'ai appris d'un point de vue théorique en salle ou en formation, bah, dans la vraie vie, ça ne va pas exactement se passer comme ça. Et c'est là que le coaching est intéressant. C'est que c'est l'après-formation qui va me dire, en situation, par rapport à ce que tu as acquis comme compétence ou comme connaissance nouvelle, tu l'utilises comment? À bon escient, avec la bonne intensité, avec la bonne façon de faire. Le coaching va aider la personne à s'approprier encore plus, contextualiser et mettre en œuvre avec la meilleure efficacité ce qui a été acquis en formation. Pour moi, le coaching, si on peut se permettre, c'est un excellent complément à la formation. Alors, je relaye une autre question. Est-ce que, du coup, le fait de passer directement par l'expérimentation ne risque pas de mettre des personnes qui seraient en situation de difficulté, voire de les mettre en situation d'échec avant d'être en situation de réussite? Est-ce que ce n'est pas gênant? Est-ce qu'on ne va pas agir sur la démotivation? Si on n'a pas plusieurs éléments qui permettent de s'assurer que c'est la bonne façon de faire. En termes d'efficacité, quand elle marche, c'est la meilleure. Mais elle peut très bien complètement rater si on n'est pas dans les bonnes situations pour qu'elle marche. Être dans la bonne situation pour que l'expérimentation marche, c'est s'assurer qu'il y a les prérequis. C'est s'assurer qu'il y a la motivation, s'assurer qu'il y aura l'accompagnement. Les prérequis, c'est si on demande à quelqu'un de faire un exercice de calcul et qu'il ne sait pas calculer, ça ne marchera pas. Si on demande à quelqu'un de faire un exercice de calcul et qu'il a peur de se tromper, il ne le fera pas. Si on demande à quelqu'un de faire un exercice de calcul et qu'il sait à peu près calculer, ça ne marchera pas. Il faut s'assurer des prérequis, avoir un environnement où c'est non risqué, c'est-à-dire qu'on dédramatise le résultat, on dit je ne vais pas récompenser les bonnes réponses, je veux voir comment vous calculez, pour savoir ce que vous savez faire. Et l'accompagnement, c'est quelqu'un qui va donner le petit coup de coude, motiver, pousser un tout petit peu, accompagner pour que la petite marche qui est un peu trop haute devienne franchissable. Donc c'est ces trois éléments-là réunis qui permettent que l'expérimentation, comme première façon d'aborder un sujet de formation, marche. Si on n'est pas sûr de ça, alors on est sûr que vous mettez quelqu'un dans une voiture et vous lui dites conduis, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un à côté, en général, pour apprendre à conduire. Très bien. Alors, hop, je regarde. Je ne sais pas si je vais aborder d'autres questions. Il y avait une question un peu qui remonte un peu à la question de politique de formation. Alors, j'étais un peu gênée dans le fait que les formateurs aujourd'hui intervenants, j'imagine qu'on parle de Calliope, soit beaucoup, tout le temps finalement évalués sur leur pratique, et y compris donc par un feedback des apprenants eux-mêmes. Il y avait une question sur quelle est la limite entre optimiser grâce à la neuropédagogie et la complaisance, le fait d'agir par complaisance. Alors, je ne sais pas si c'est facile pour vous de répondre à cette question. Alors, la neuropédagogie ne doit pas être l'argument mis en avant. Pour moi, la meilleure façon, c'est justement pas dénoncer par avance les méthodes ou les recettes qu'on va mettre en œuvre et rien vendre d'autre que l'objectif de la formation. Si on pense que utiliser les neurosciences, c'est l'énoncer et essayer de convaincre les gens que c'est le bon ingrédient à mettre dans ces formations, c'est viser deux objectifs. Et le prioritaire est dire, vous avez vu, j'ai raison de penser que les neurosciences sont utiles. Moi, j'en parle quasiment jamais. Je dis pas, et ce programme de formation s'appuie sur les neurosciences et vous apportera confort, sérénité, moins d'efforts, meilleure réussite. Aucune promesse. Je forme avec la façon avec laquelle je suis à l'aise et les techniques que j'ai pu observer étant plus efficaces que d'autres. C'est tout. Pour moi, c'est pas un argument de vente, c'est pas un argument de motivation de parler de ça, comme de parler, par exemple, de l'utilisation des nouvelles technologies. On dit, je vais vous former, ok, avec des moyens modernes, très bien.
Mais je vais pas essayer de vous démontrer que la réalité virtuelle, c'est la meilleure façon de s'immerger dans. C'est pas l'objectif de former. Dernière question, Philippe, et après on va clôturer, donner la parole peut-être à Ompressat ou à vous-même ensuite pour la conclusion. Est-ce que le public des jeunes, alors on enfonce un peu des portes ouvertes, mais enfin vous entendre y répondre est intéressant. Est-ce que le public jeune aurait moins d'attention naturelle que les plus anciens? Oui et non. Ils ont été entraînés et ils se sont habitués à zapper plus vite, plus souvent. Donc c'est pas qu'on n'est pas capable chez une personne jeune de lui garder 20 minutes ou 30 minutes d'attention forte. C'est qu'il est habitué à déplacer son attention toutes les 30 secondes. Donc, s'il n'est pas dans un rythme habituel dans lequel il se sent, je ne vais pas dire à l'aise, mais un rythme habituel, eh ben, ça va le déstabiliser. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas lui demander de se concentrer 20 minutes ou 30 minutes fortement. Les publics plus âgés ont été entraînés pendant longtemps à ne pas avoir de mail ou de SMS ou de chat pour pouvoir poser des questions et être interrompus tout le temps. Ils sont plus à l'aise avec des tâches qui durent 20-30 minutes. C'est pas une question de capacité, c'est une question d'entraînement. Parfait. Très bien. Est-ce qu'il reste des dernières questions dans le chat, peut-être? Je pense que tu peux conclure, Ompressat, et donner la parole à Philippe Lacroix. Donc, merci à tous pour votre présence. Je tiens vivement à remercier Philippe Lacroix pour son intervention donc, très enrichissante et instructive. Donc, nous l'avons vu aujourd'hui, l'apport des neurosciences est important avec de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes appliquées dans nos contenus pédagogiques. Merci également à tous les participants pour l'intérêt que vous portez à nos webinaires Pacte du GIP Alpha Centre Val-de-Loire. Vous êtes de plus en plus nombreux. Nous étions aujourd'hui près de 550 personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pourrez retrouver toutes les ressources sur La Place, la plateforme dédiée aux professionnels de l'emploi, de la formation et de l'orientation sur les projets PIC et Pacte, où vous pouvez également y poursuivre les échanges. Tous les liens vont être mis dans le chat participant à droite. Une dernière information avant de vous libérer. Donc, le replay sera bien disponible d'ici quelques jours, quelques semaines, mais nous ne manquerons pas de vous prévenir dès qu'il sera disponible. Nous allons vous envoyer d'ici quelques minutes un questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à le renseigner. Et enfin, le support, lui, sera téléchargeable dès la fin de ce webinaire et vous pouvez le retrouver sur La Place. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de matinée et un bon week-end. Merci beaucoup et à bientôt. Merci de votre participation. C'était très chouette cette session. Merci.